Tu veux que je te raconte l'immortalité selon Spinoza en 1 minute 30 ? Tu vois Rihanna ou Beyoncé, tiens. Oh putain. Ma grand-mère, Anouche, qui faisait les feuilles de vigne farcies. Oh, j'adore les... C'est bon. C'est bon. Les courgettes farcies. Oh, ça c'est incroyable. Les poivrons farcis. Sous-côté. Les tomates farcies. Non mais tomates farcies, bien sûr. Ça va être un plaisir de t'inviter à dîner. Avant de lancer ce podcast, attention. Information ultra top secrète. Si vous avez un projet, une idée ou un business discret à lancer, ouvrez bien les oreilles. Squarespace, c'est votre gadget ultime. Vous créez un site pro, beau et efficace, sans coder, sans stress et surtout, sans recruter une équipe de hackers douteux. Tout commence par une idée et pour qu'elle devienne réelle, Squarespace vous permet de choisir un nom de domaine personnalisé pour donner une vraie identité à votre projet, même s'il est encore top secret. Ensuite, grâce au kit de design avec Kia ou au catalogue de templates conçus par des pros, vous pouvez créer votre présence en ligne sur mesure, adaptée à votre marque. Chaque détail est parfaitement maîtrisé. Une fois votre site en ligne, le paiement ne sera jamais un obstacle. Avec Squarespace, tout est déjà sous contrôle. Les Paylinks de Squarespace permettent d'encaisser facilement des paiements grâce à un lien personnalisable à partager par email, SMS, réseaux sociaux ou même via un QR code. Tout est fluide, tout est transparent. Alors rendez-vous sur squarespace.com pour activer votre essai gratuit de 14 jours. Utilisez le code promo ALICE10 pour bénéficier de 10% de réduction sur votre première commande. Merci à Squarespace de continuer à accompagner l'aventure Alice Underground. Ce message s'autodétruira dans 3, 2, 1... Je suis belle. Bonjour et bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous sommes, pour ceux qui nous écoutent sans nous voir, nous sommes en Égypte antique avec André Manoukian. Alors, j'avais proposé, je me suis dit peut-être qu'il a la flemme de se déguiser, donc j'avais proposé un truc un peu club de jazz et il m'a dit non, l'Égypte antique. Du coup, première question, André Manoukian, pourquoi ? Quelle bonne question. Ah, sinon, j'avais le choix entre club de jazz. Merde, j'avais pas eu l'info. Je me suis dit, bon, peut-être... C'était gentil. Non, l'Égypte, voilà, pourquoi ? L'Égypte est une passion depuis très longtemps. En fait, j'avais un pote qui s'était fait construire une pyramide en carton et qui la mettait partout. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle l'énergie des formes, qui a été mise au point par les Russes dans les années 30, et qui veut dire qu'une forme induit une énergie. Vous voyez ce que je veux dire ? Prenez une pyramide comme ça, aux 2/3 de sa hauteur, ce qui correspond d'habitude à la chambre mortuaire du pharaon. Eh bien, si vous mettez un bout de viande, par exemple, il se dessèche, mais il ne pourrit pas. Cet endroit, les 2/3 de la hauteur de la pyramide, concentre l'énergie. Donc, du coup, si vous n'allez pas bien, vous vous mettez aux 2/3, bam. Du coup, il y a des Américains dans les années 70 qui se faisaient des pyramides en carton pour se stimuler le cerveau. Donc, mon pote, il avait mis carrément une pyramide en carton au-dessus de son ordi. Et nous deux, on voulait reconstituer la gamme sacrée qui, j'allais dire, qui allait sauver le monde. C'était dans les années 70, ça ça, c'était... 80 ? Nous, c'était les années 80, 90, ouais, c'est ça. Toujours ami avec Toujours ami. Et en réalité, c'est même un chemin qui ne s'est jamais arrêté parce que... Il est devenu quoi ? Lui, il fait la musique de Koh-Lanta. Bon, en fait... Voilà, c'est ça. Ah, cela dit, c'est un tube. Ben, c'est un tube. Banger. Et puis lui, enfin, c'est un super C'est incroyable. C'est un super guitariste, il peut tout faire et du coup, il a choisi il a pris cette combine pour pouvoir faire la musique qu'il aime tranquille et puis assurer ses revenus, quoi. Mais pour le coup, moi, il m'a mis sur ce chemin-là. De quoi ? De l'Égypte et pas de Koh-Lanta. Et pour le coup, c'est un chemin qui est un peu les débuts de tout. Oui. Si vous avez 5 minutes, Alice, par exemple, quand vous on me parle... tutoyez. Oh, c'est vrai, c'est cool. J'ose pas parce que, franchement, Cléopâtre... Bizarre. Ouais. Alors, donc, on parle des Grecs, ok, qui ont inventé tout, la philosophie, le théâtre, etc. Les mathématiques. Mais les Grecs ont tout piqué aux Égyptiens. Et ça, on le dit jamais. Luxor, c'était Harvard de l'époque. C'est pour ça que Catherine, il a fait cette chanson, Luxor, j'adore. En réalité, il y a un sous-texte dessous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était le centre de tout le savoir de l'humanité. Alors, en plus de ça, encore une fois, plus on tire le fil et plus on se rend compte de dingue. Est-ce que tu sais que les Égyptiens, ils avaient, socialement parlant, tout inventé, sauf 2 trucs, le Club Med et la sécurité sociale. Pour le reste, c'est tout, voilà, tout était prévu. J'ai une autre question quand même, parce que... Ouais. Je précise donc que tu es arménien.
Oui. Rien à voir avec l'Égypte. Sûrement quelque part, mais C'est vraiment à cause du gars de ton pote qui mettait une pyramide en carton sur la tête que la passion, c'est... ouais, mais c'est une passion qui, en réalité, concerne beaucoup de gens. Parce que dès qu'on commence à tirer un tout petit peu sur le savoir, on arrive à cette civilisation qui est quand même assez énigmatique, géniale. Quand on voit ces représentations, encore une fois, elles sont d'une beauté. Alors après, il y a plein de questions qui ne sont pas résolues. Moi, en tant que musicien, par exemple, j'aimerais bien savoir la musique qu'ils faisaient, quoi, tu vois. On a retrouvé des instruments de musique au musée du Caire, même au Louvre, dans les tombes, il y a des instruments de musique, il y a des flûtes et tout ça. J'ai parlé avec l'égyptologue qui est la spécialiste de la musique. Je lui dis quand même, à partir d'une flûte, on pourrait reconstituer une gamme. Elle me dit non. Je dis comment ça ? Ben non, elle me dit, vous savez très bien que si... Puis là, elle s'énerve. Si on souffle plus fort, on a un autre son. En réalité, l'égyptologie est une science tellement, je dirais, cadrée qu'on ne peut pas émettre la moindre hypothèse si elle n'est pas validée. Donc, aucun d'entre eux ne veut prendre un risque de dire la musique égyptienne ressemblait à ça ou à ça, parce qu'il n'y a pas de notation. Par contre, il y a juste les poèmes d'Aton. Et c'est intéressant ce qu'ils disent, ces poèmes. Ils disent tu m'as quitté, pourquoi ? Reviens, je t'aime. C'est cool, non ? Classique. Classique, un grand classique. C'est le seul hobby que t'as ? C'est le seul ? Le seul hobby que t'as, la seule passion. J'ai l'impression qu'il y a d'autres époques. L'égyptologie, ça c'est un peu à la base de tout. À un moment donné, j'ai eu la chance avec Tété, le chanteur, tu sais, qui a écrit À la faveur de l'automne, mon pote. On a fait un peu le tour du monde en musique. Et quand on s'est retrouvés en Éthiopie, sud de l'Égypte, on est rentré dans une cathédrale, on a entendu des chants. T'es défoncé au bout de 3 minutes, t'as rien besoin de prendre là, je te jure. Et là, je demande à notre fixeur, je dis, mais qu'est-ce qu'ils chantent ? Et là, il me dit, là, ils sont sur le A de Alléluia et ça va durer une demi-heure. Après, ils vont attaquer E, I, O, U. Et je me rappelle d'une phrase de Platon que j'ai fréquentée aussi quand j'étais jeune, qui disait « La beauté du chant des voyelles dans les temples égyptiens. » Le chant des voyelles, c'est ça que j'avais écouté. Et là, on était dans une église copte. Et copte, ça vient de Égyptos. Tu vois ce que je veux dire ? Tout est lié. Le théorème de Pythagore, il a piqué ça aux Égyptiens. Le théorème de Thalès, il a piqué ça aux Égyptiens. Socrate, il est allé en Égypte. Ils sont tous allés en Égypte. Je te dis, c'était Luxor de l'époque. Je suis en train de me dire que ça doit être un plaisir de t'inviter à dîner. De tous les dîners, si jamais ça devient un peu ennuyeux, j'ai l'impression. Sauf si c'est moi qui deviens ennuyeux, mais grâce à toi, tu vas pas me... Non, ce qui est ennuyeux, c'est quand c'est des sujets qui sont pas intéressants. Alors oui, c'est vrai. Mais là, ça concerne toute l'humanité, puis on est tous fascinés par ça. C'est vrai que le truc les pyramides constamment, ouais. Comment ça a été fait, visiblement, c'est juste beaucoup de travail. Ça reste encore un mystère. Ce serait quoi ? Moi, j'ai l'impression que c'est du travail, quoi. C'est du travail. Peut-être un peu d'esclaves aussi. Quoi qu'il y avait des ouvriers qui étaient payés. Il paraît qu'il n'y en avait pas tant à ce moment-là. C'est ça, on est d'accord. Et on a vu ceux qui poussaient, ils ont fait des tests. T'as vu ? Ouais. Bim, et comment bim, bim. Ils se mettaient à plusieurs et en fait, ils faisaient rouler la pierre comme ça. Ouais. Ça devait être sacrément chiant quand même. Enfin. Par contre, pour revenir sur un truc qui me fascine, moi, en tant que musicien, c'est que tous les jours, avant que le pharaon ne soit emmuré dans sa pyramide, puisque les pyramides, c'est des tombeaux, il se passait du temps, il fallait l'embaumer, etc. Le prêtre égyptien venait tous les jours devant sa dépouille et il chantait. Et là, tu vas me dire, mais what the fuck, en égyptien ? Pour le distraire en attendant qu'il soit... Pas mal, mais presque. En réalité, les Égyptiens pensaient que dans l'au-delà, 40 épreuves attendaient l'âme du défunt. OK ? Pour qu'il se pointe, 40 épreuves. Si, au cours d'une de ces 40 épreuves, tu n'arrivais pas, c'était foutu pour toi, à jamais, tu errais. Maintenant, tu franchis 40 épreuves et tu arrives devant la déesse de la justice, Maat, qui a un plateau. Sur un des plateaux de la balance, elle met ton âme, ton cœur. Il pensait que l'âme était dans le cœur. Sur l'autre plateau, une plume. Si ton âme est plus lourde que la plume, tu te faisais bouffer par une bête qui avait une tête de crocodile, des pattes arrière de lion et des pattes avant d'hippopotame. C'était difficile d'être égyptien. Déjà, donc,
en fait, les Égyptiens, ils ont inventé le premier jeu vidéo. Avec des mondes et tout, 40 mondes et tout. T'arrives devant la déesse de la justice. Ah, le boss final. Et elle te dit, toi, tu passes ou toi, tu passes pas. Tout ça pour arriver, tu vois, une sorte de Marianne James qui dit, toi, tu passes ou toi, tu passes pas. C'est compliqué quand même d'être égyptien. Sauf que tu avais le droit à un avocat. Et ton avocat, c'était Osiris. Pourquoi Osiris ? Parce que lui, il avait été ressuscité. Son frère, Seth, jaloux, l'avait tué et démembré en 14 morceaux de son corps répartis aux 4 coins de l'Égypte. Isis, sa sœur, qui était aussi sa meuf, enfin, c'était un peu spéciaux, leurs mœurs et tout, va récupérer tous les morceaux d'Osiris. Elle recoue tout, il revit, mais il y a un morceau qu'elle n'a pas trouvé. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle ferait ? Elle prend le limon du Nil et elle lui fait un zizi en limon. Et ça va marcher parce que tous les deux, ils vont engendrer Horus. Donc, tout ça pour te dire que quand tu arrives devant la déesse de la justice, Osiris, il te dit « dis que tu n'as pas tué ». Parce que si tu as été un soldat, tu t'es battu, tu as tué. Mais est-ce que ça fait de toi un pécheur ? Tu as obéi aux ordres. Alors Osiris, il dit « prends pas le risque, dis que tu n'as pas tué, dis que tu n'as pas volé, dis que tu n'as pas convoité la femme de ton prochain ». Ça te rappelle rien ? Ah bah si, bien sûr. Ça s'appelle l'injonction négative chez les Égyptiens et c'est devenu les 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton meilleur copain, même si elle est superbe. Une anecdote peut-être ? Non. Je trouve qu'on devrait revenir à des religions bien compliquées comme ça. C'était quand même plus fun. C'était... Comme avec les 12 000 dieux, etc. Je trouvais ça, c'était quand même plus sympa, quoi. On pouvait s'en remettre à plusieurs dieux, on pouvait choisir. Là, il y a des saints, mais c'est pas la même chose. C'est moins drôle. Ok, intéressant. Donc, nouvel album, André Manoukian. C'est quoi, c'est ton 6e ? Ouais. Que j'ai écouté. Alors, en effet, au début, on se dit, ah tiens, ça va dans cette direction. Et puis, ça change. Et puis, il y a des chœurs. Celui-ci aussi, en aléatoire, je le conseillerais pas forcément. Je trouve ça plus drôle, parce que j'ai l'impression qu'il y a un changement tout au long de l'album, que ça raconte une autre histoire. Au début, c'est un peu... salon de thé, chaud. Et puis soudainement, on est peut-être dans une église. Et puis après, ça pourrait être une musique de film, de dessin animé, comme ça. Donc c'est assez surprenant. J'ai l'impression qu'en fait, juste il y a un espèce de cheminement. C'est pas juste un thème. Parce qu'à la base, toi, t'as fait quoi ? Jazz, mais classique aussi ou que jazz ? Ouais, classique aussi, ouais. Il y a ces influences-là, fatalement. Quand j'étais petit, je travaillais mon petit Schubert, mon petit Beethoven, mon petit... Ouais, il y a même un truc un peu... très mélodique, tu vois. Oui, j'ai toujours été un amoureux des mélodies, ouais. Ça a toujours été mon truc. C'est joli ce que tu me dis parce que, en fait, ça veut dire que c'est un parcours. Et très souvent, à la fin de mes concerts, les gens, ils disent merci, vous nous avez fait voyager. Tu vois, tu les prends, puis... En fait, tu fais pas ça dans la volonté d'eux. Mais je veux dire, une fois que tu as fait tous ces morceaux-là, après, l'agencement, il est aussi important, quoi. C'est comme un récit. Alors déjà, une mélodie, c'est une histoire. Ouais. Il doit y avoir un début, un milieu, une fin. Moi, je fais pas mal de parenthèses dans les parenthèses, tu l'as remarqué un petit peu. Oui. C'est pas calculé avec la tête, c'est simplement comme quand tu fais une playlist, quoi. En fait, tu es dans un mood et puis tu rentres et puis ça clac, 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 clac. Et puis tiens, celui-là pour finir, ça va être bien parce que c'est la fin. Il y a un moment où j'ai regardé si c'était toujours ton album. Et c'était toujours ça. La Sultane, d'ailleurs. Je pourrais un peu être la Sultane, d'ailleurs, là. On a un petit peu un look, on dirait qu'on a un spa à thème dans une petite ville. Mais c'est charmant. Et pourquoi la Sultane, alors ? Parce que c'était un mot d'amour que les mamans arméniennes employaient pour leurs filles. Ça veut dire ma princesse. Tu sais, l'amour en Orient, c'est débordant, un peu étouffant. Je t'avoue que parfois, je rêvais d'avoir une mère suédoise, quoi. Mais bon. Ah, vaut mieux ça que l'inverse, hein, cela dit. Hein. C'est ça. Mais bon. Et nous, les petits garçons, c'était mon pacha. Et ma mère se précipitait sur ma petite sœur, elle disait ma sultane, ma sultane, ma sultane. Ça veut dire waouh. Et puis, on se rend pas compte, ma princesse, c'est même pas. C'est ça qui est fou avec l'Orient, c'est que tout est presque à son paroxysme, quoi, tu vois. Pendant un moment, même, ça me saoulait un petit peu parce que tout est trop, tu vois, les desserts sont trop sucrés. C'est pas minimaliste. L'amour, c'est trop... si je sortais pieds nus de la salle de bain, tout d'un coup, j'entendais un hurlement. C'était ma mère qui me dit « Tu vas mourir parce que tu vas prendre froid. » Tu vois,
tout et trop de tout. Et finalement, en même temps, c'est super attachant. Et puis voilà. Et donc, la sultane, c'est le degré suprême de l'amour que tu peux porter à une petite fille. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, c'est un mot turc que les mères arméniennes emploient. On sait très bien le traumatisme des Arméniens avec les Turcs. Ils ont été un peu génocidés, si tu veux, au début du XXe siècle. Et d'ailleurs, il y en a qui s'en... Moi, la première fois que j'étais à Istanbul, mais j'ai flippé ma race, quoi. J'allais jouer avec une chanteuse de jazz, Malia. Mhm. Quand j'ai tendu mon passeport au gars, j'étais dans Midnight Express, quoi. Je disais, il va voir mon nom. Enfin, voilà, on est traumatisé, quoi, tu vois. Puis tout d'un coup, je regarde autour de moi, je dis, tiens, ils ont l'air gentils, les Turcs. Oh, bah, ils ont des enfants. Oh, ils ont l'air d'aimer leurs enfants. Enfin, tu vois, à quel point on est fucked up, quoi. Donc, du coup, d'avoir été là-bas, d'avoir joué avec eux, d'avoir enregistré avec un violoncelliste turc incroyable. Quand il jouait, on avait l'impression qu'il y avait des âmes qui sortaient de son violoncelle. À la fin, il va dans la cabine, il dit « Mais qui a écrit cette musique ?» L'ingé son, il se marre, il dit « C'est lui, c'est un Arménien. » Il me prend dans ses bras, il me dit « Kardash, Kardash. » Je dis « Ça veut dire quoi, Kardash ?» Ça veut dire « mon frère. » Ce qui veut dire que Kim Kardashian, c'est notre sœur à tous. C'est incroyable. Oui. Mais est-ce que justement, est-ce que c'est tabou là-bas quand tu vas en Turquie? Alors, auprès d'une certaine jeunesse urbaine, de moins en moins, il y a même les bobos turcs qui... Enfin, tu vois, les bobos, ça veut dire, voilà, la upper society et tout, qui, par snobisme, donnent deuxième prénom arménien à leurs enfants. C'est le pays où il y a le moins de tests ADN. Tu connais le truc MyHeritage, là, tu vois? Parce qu'ils ont tous peur d'avoir du sang arménien. Et c'est arrivé, il y a une grande journaliste turque qui s'appelle Fethiye. Elle raconte, elle en a fait un roman. Grande journaliste turque, un peu la Oprah, tu vois, de là-bas. Et puis sa grand-mère meurt. Et sa grand-mère, avant de mourir, elle a toute la famille autour d'elle. Elle dit, il faut que je vous dise quelque chose. Je suis arménienne. Bim, et elle est morte. Et du coup, la petite fille, elle imagine ce qu'a été sa vie, quoi, tu vois. Elle a caché ça toute sa vie. Donc, elle a fait des recherches. Et c'est le cas de beaucoup de familles, puisque il y avait des petits-enfants qui étaient orphelins et qui étaient recueillis. En général, même... on se servait, c'est un peu ce que font les gosses, les Russes avec les enfants ukrainiens, quoi. Tu vois, c'est marrant, comme si les enfants, c'était une denrée précieuse. Donc voilà, il y a beaucoup d'histoires comme ça là-bas. Mais moi, aujourd'hui, j'ai rencontré un chanteur qui s'appelle, je crois tu t'en souviens peut-être, il s'appelle Charles Aznavour, tu vois. J'ai eu la chance de bosser avec lui. Et c'est lui qui m'a dit, ça suffit maintenant, il faut qu'on leur parle. Il faut se parler. Donc, tout d'un coup, il m'a ouvert la tête, quoi. Venant de lui, c'est même mieux que notre pape, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vrai. Et je me suis dit, et s'il avait raison, quoi? Parce que c'est pénible de se trimballer cette espèce de trauma non réglé, quoi, tu vois? Et du coup, moi, j'ai décidé de me ranger plutôt dans ce camp-là. Il y a un moment où, voilà, il faut enterrer la hache de guerre. Alors, par contre, c'est compliqué. C'est compliqué de pardonner à quelqu'un qui ne reconnaît pas ce qu'il a fait. Et grâce à un autre copain qui s'appelle Frédéric Lenoir, qui est un philosophe et qui fait de la spiritualité, j'ai fait un colloque avec lui, on était ensemble, moi sur la musique, lui sur la spiritualité, et il parle de l'amour selon Platon. Tu me dis dès que ça te saoule, hein, d'accord? Si je parle pas, c'est bon signe. Ah bon. Et alors, donc, C'est que j'écoute. Dans le banquet de Platon, l'amour a 3 formes. La première, c'est Eros. Oui. Ça, c'est la forme d'amour qui dure le moins longtemps. C'est la passion. C'est celle-là où on dit qu'elle dure 6 mois, 3 mois, etc. On n'en sait rien, ça dépend. Mais en tout cas, cet Eros-là, dans une relation qui dure, lui, il dure pas longtemps. C'est la passion, c'est je veux te posséder et tout. Enfin, tu vois, j'écoute, voilà. Ouais. J'écoute ma pulsion sexuelle. Deuxième degré d'amour, philia, c'est si je t'aime vraiment et que tu me dis je veux te quitter, je dis super parce que je ne pense qu'à toi. Aimer quelqu'un, ça veut dire ne penser qu'à son bonheur, au prix de son propre bonheur à soi. Donc c'est un amour qui n'est pas du tout égoïste. Donc ça, c'est le deuxième degré. Troisième degré,
qui s'appelle agapé. J'aime même quelqu'un qui veut me faire du mal. Là, c'est le degré suprême du truc, quoi, tu vois. C'est-à-dire que du coup, l'amour est au-dessus de tout, mais ça veut dire que ça fait de toi quelqu'un qui va jamais être en prise avec des pensées dark et tout ça, quoi, tu vois. C'est presque le 3e degré de la conscience chez Spinoza, où tout d'un coup, tu as le sentiment d'appartenir à un tout. Ça, c'est l'amour suprême. Du coup, quand il dit ça, je pardonne même à quelqu'un qui ne reconnaît pas ce qu'il a fait. Je me dis, mais c'est ça la solution pour les Arméniens. Elle s'appelle agapé. T'as encore de la famille en Arménie? Non, en fait, l'Arménie, c'est de la Turquie pour nous. Ah, c'est ça, Mais ouais. Je me disais bien. Mais Chaque ouais. fois qu'on parle d'Arménie, je me dis, mais. J'ai eu 4 en géo, mais c'est pour ça que je me dis, où est-ce que ça se situe? Mais en fait, l'Arménie n'existe plus. L'Arménie actuelle, c'est un tout petit pays dans le Caucase. Ouais. Mais l'Arménie d'autrefois, du temps Des pharaons. Ouais, des pharaons, c'était un immense territoire qui couvrait pratiquement, on va dire, toute la Turquie actuelle. Ce qui fait qu'il y a des Arméniens partout dans l'Empire ottoman. Petit à petit, sous les Perses, sous les Byzantins, enfin bref, puis c'était sur un territoire d'invasion, quoi, tu vois. En Arménie, de ce qu'il en reste aujourd'hui, il y a des croix sur des pierres, tu sais, comme des bornes. On appelle ça khachkar en arménien, ça veut dire la croix de pierre. Et les Arméniens en mettaient partout sur leur territoire pour dire ici, c'est un pays chrétien. Ça a été le premier pays à adopter le christianisme comme religion d'État. Ils étaient chrétiens, les Arméniens? Mais ouais, c'est pour ça qu'ils ont eu des emmerdes, si tu veux. Ça a été le premier pays qui a adopté cette religion comme religion d'État en 300, avant Rome. Rome 380, eux 300. Et donc, pour te dire, comme on est sur la route des invasions, en Arménie, je vois un Christ taillé dans une pierre, avec des yeux chinois et d'une moustache de fou manchou et des nattes. Et là, je dis, what the fuck? Et en fait, le guide me dit, mais c'était quand il y avait des invasions mongoles, on déguisait Jésus-Christ en mongol comme ça, il ne le battait pas. C'est pour te montrer à quel point ce pays est un pays de... Si on est survivant il y a combien de civilisations qui ont disparu, quoi, tu vois. C'est qu'à un moment donné, faut s'adapter. Et ça, faut reconnaître que l'Arménien a une capacité de s'adapter. Donc moi, mes grands-parents, ils venaient de villes turques. Il y avait des villes turques où il y avait 100 000 Arméniens. Ils avaient leurs quartiers, leurs églises, leurs universités. Ils jouaient au golf. Les jeunes filles avaient des diplômes et tout ça. Voilà. Et puis tout ça, ça s'est arrêté. Et donc, mes grands-parents, ils ont une histoire de dingue, mais si je te la raconte, on est encore là demain matin, quoi. Un petit extrait, un tout petit truc. L'avant-dernier album, je l'ai appelé Anouche, c'était ma grand-mère, dont j'ai découvert l'histoire là. Mon père est parti à l'âge de 95 ans et il m'a tendu pudiquement une feuille de papier en me disant « Tiens, si tu veux savoir », parce qu'il m'a jamais rien raconté. Décidément, les Arméniens, ils aiment bien faire ça last minute. Hein. Pour avoir vraiment le épique, quoi. Ça fait quand même, en même temps, si à un moment il faut le dire. Exactement. Tu penses à la grand-mère aussi. Oui, mais je me dis que c'est un peuple taiseux. Comme tous les peuples qui ont été traumatisés, la première réaction, c'est de ne pas parler. C'est tellement incroyable ce que tu as vécu, inhumain et tout ça. Tu dis, les gens, de toute façon, ils ne comprendront pas. Puis tu as envie de passer à autre chose. Puis petit à petit, c'est les autres générations qui commencent à regarder, à fouiller et puis à témoigner, quoi, d'une certaine manière. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Et mon père, il m'a donné une feuille de papier où il y avait écrit le calvaire de ma grand-mère, Anouche, celle qui m'a élevé, qui faisait les feuilles de vigne farcies. Oh, j'adore les... C'est bon. C'est bon. Les courgettes farcies. Oh, ça, c'est incroyable. Il faudrait qu'il y en ait dans les supermarchés. Vraiment, c'est extraordinaire. Les poivrons farcis. Tout ce qui est... Les poivrons sous-cotés. Ah non, mais les feuilles de vigne, mais c'est le... Les tomates farcies. Non, les tomates farcies, bien sûr. On était bien farcis quand on avait mangé tout ça. Bref, pour moi, ma grand-mère, c'était une grand-mère gâteau et cuisine, quoi, tu vois. Et quand j'ai lu ce qu'elle a subi, je me suis dit, pétard, mais en fait, c'était une super héroïne, quoi. Elle a fait 1000 km à pied, elle est partie des bords de la mer Noire pour aller jusqu'au désert de Syrie. Et je me suis dit, c'est pour ça qu'on aime la randonnée dans la famille. Je suis pas sûre. Mais ouais, j'aime bien le lait.
Et ma grand-mère s'en est sortie parce qu'elle avait la tchatche, elle a pris la tête au commandant turc qui la déportait. Ça, c'est peut-être dans la famille. Elle a vu qu'il faisait sa prière 5 fois par jour. À l'époque, c'était rare. Hein? Ils n'étaient pas très sur la religion. Et elle lui dit, tu as l'air d'être un homme pieux au nom de ta foi. Comment peux-tu laisser se passer toutes ces horreurs? Quand ils arrivaient dans un village, ils se faisaient dépouiller, massacrer. Elle avait 7 sœurs, elle leur mettait de la boue sur les joues pour pas qu'elles se fassent enlever, pour pas qu'elles soient trop jolies. Et du coup, le commandant turc, elle l'a émue. Ma grand-mère, elle a inventé la PNL aussi, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, il lui a dit, tant que je serai commandant de ce convoi, tu seras sous ma protection. Et c'est comme ça qu'elle a arrivé à peu près en vie avec ses 7 frangines en Syrie. Avec les 7. Ouais, 7. Ce serait un bon film. Hein. Alors le grand-père, lui, pendant ce temps, il était enrôlé dans l'armée turque et il s'est fait prisonnier par les Russes, déporté en Sibérie. Il s'est évadé, allé jusqu'en Chine, rechopé par les Chinois, renvoyé en Sibérie, révolution russe de 1917, il se barre à nouveau, il arrive en Turquie chez lui, ils sont où? Déportés, prisonniers par les Turcs, il s'évade, il se bat avec les Russes contre les Turcs, et il retrouve ma grand-mère en Bulgarie, chez un cousin qui faisait des roses. Et là, ils ont la mauvaise idée de se réinstaller à Smyrne, comptoir grec, et là, Atatürk reprend à nouveau, et là voilà. Mon père est né à Smyrne en 1920, et Smyrne, c'était là où est né Homère. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est pour ça qu'on raconte des histoires aussi dans la famille et tout ça, quoi, tu vois. Troie, tout ça. Enfin, voilà. C'est vrai que tu avais quand même un lourd fardeau d'avoir une vie un petit peu mouvementée toi aussi. Hein, J'ai découvert ça sur le tard, mais c'est pas un fardeau, en fait, parce que tout ça ne m'a pas été raconté. Il racontait juste des scènes comme ça, des petites scènes, et je suis en train de l'écrire. Ah, Voilà. mais ça m'étonne que tu n'aies pas été curieux plus tôt, quand même. C'est une bonne question. C'est vrai, parce que tu es quand même quelqu'un d'extrêmement curieux, du coup, c'est étonnant. Comment te dire? Peut-être trop près. Quand c'est trop près, on le voit pas parfois. Non, en fait, moi, je suis d'une génération où on ne se revendiquait pas d'après ses origines. Au contraire, c'était considéré comme une insulte de te qualifier d'après ton ethnie d'appartenance. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Ça marche jusqu'aux années 80. Moi, quand j'étais jeune, mes copains militants les plus pro-palestiniens, ils étaient tous juifs. On leur faisait même pas remarquer ça. Ça aurait été considéré comme une insulte. Et ils en avaient rien à branler de leur judaïté, en plus. On était tous... ça s'appelait, je crois, l'humanisme ou l'universalisme. Mm. On pensait vraiment qu'on allait vers une abolition des nations, quoi. Non, Tu vois? C'est vrai que c'est à une époque où il y a beaucoup de communautés au sein de communautés. Là, c'est pyramidal, justement. Sauf que, je te dis, il y a un moment où on n'en parlait pas du tout de ses origines. Et puis, c'est arrivé dans les années 80. Je crois que c'est la 3e génération où tout d'un coup, on devient fier et puis on commence à les sortir un peu comme des bijoux, tu vois, comme des particularismes. Du coup, on est beaucoup plus exotique. Mon père s'appelle Arthur, ma mère Élise, moi je m'appelle André, ma sœur Marianne. Et puis petit à petit, ma première fille que j'ai eue juste avant, j'ai hésité entre l'appeler justement Anouche ou Julie. Ça a été Julie, mais après les 2 fistons qui sont nés dans les années 2000, eux, 2 super prénoms arméniens, quoi, tu vois. T'es dégoûtée, Julie? Ouais. Non, mais t'as raison, c'est vrai que souvent, quand il y a le tour de table où on parle de ses origines, je suis un peu sur le carreau, regarder les petits pois, en me disant, je sais qu'il n'y aura jamais... Quand il y a des gens qui sont... Moi, je suis à moitié bulgare, philippine, mais aussi américaine du côté de ma mère. Bon, c'est vrai que c'est une fierté. Et le livre, il sort quand, tu sais déjà ou... J'ai envie de te dire quand il va être fini, mais là, j'approche de la fin. Ouais. Du coup, tu fouilles les papiers et tout ça. Ouais, non seulement je fouille les papiers, mais je fais traduire des trucs, puis tu fais des recherches, et puis tu remplis les trous, puis tu essaies de documenter qu'est-ce qu'il bouffait en 1915 dans un camp sibérien. Déjà, comment il a survécu, rien qu'au voyage. Putain. Dans des wagons à bestiaux à 40, avec les gars qui crevaient de dysenterie et tout, et le soldat russe, vous êtes 40 au départ, vous serez 40 à l'arrivée, donc les cadavres qui restaient, et tout ça. Je te dis pas. Ça doit faire flipper quand même de farfouiller dans les affaires de ses parents. Peu importe ce qui s'est passé, c'est toujours... Non, au contraire, ça te donne une force. Tu dis, je suis pas un enfant de survivant, je suis un enfant de super-héros. Du coup, tu te sens investi. Je te jure, tu te dis, mais putain, parce qu'ils en parlaient pas. Donc tu les regardes sur les photos, ils sont là quand ils sont jeunes et puis quand ils sont un peu plus vieux, petites vieilles et tout ça, quoi, tu vois. Lui avec des petites moustaches comme ça, le grand-père, un chapeau melon et tout. Et puis quand ils arrivent en France,
L'idée, c'était de s'intégrer, s'adapter. Alors évidemment, le premier truc, ils construisaient une église arménienne dans un quartier, et puis toute la communauté se rassemblait là. Mais l'idée, c'était de se dire, c'est notre pays désormais, et ça va être nos valeurs et tout ça. Et du coup, moi, mon père, c'est ça qu'il a reconstruit, si tu veux. Parce que toute son enfance, il a entendu des récits d'horreur. Et il paraît que c'est plus traumatisant pour un enfant d'écouter des récits d'horreur que de voir les horreurs. Si tu les vois, à un moment donné, tu en fais le deuil. Mais si tu entends, tu fantasmes. Du coup, ça s'arrête jamais. Ah, parce que c'est vrai que moi, je me suis dit, si j'avais vécu tout ça, j'aurais pas arrêté d'en parler. Et en leur disant, vous vous rendez pas compte la chance que vous avez. Moi, j'ai traversé la Sibérie. Mais en effet, c'est sûr que... Après, peut-être ça te laisse un peu trop de culpabilité, justement. Peut-être que ça met trop de pression. En tout cas, tous ceux de cette génération, c'était on recommence tout, on reconstruit tout. Il y a un joli poème d'un écrivain arménien qui s'appelle Saroyan, qui est à moitié arménien. Il disait, de toute façon, 2 Arméniens se rencontrent. Déjà, il y aura 3 avis, ils vont s'engueuler. Et puis, ils vont reconstituer ce petit bout d'Arménie et tout. Les gens d'une diaspora, finalement, ils portent leur territoire en eux. C'est pour ça que je suis tombé amoureux de ce philosophe, Gilles Deleuze, qui parle de déterritorialisation. Vas-y, répète. Putain, c'est vrai que... Déterritorialisation. Déterritorialisation. Yes! Bravo. Un bon point, yes! Et ça, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, un territoire ne vaut que s'il est quitté. T'es chez toi, un Italien à Rome, il se sent pas italien. Tu le fous au fin fond du Texas dans un meeting de Trump, il se sent super italien. Tu vois ce que je veux dire? Même à Paris, ça, c'est ça. Si tu lui fais des pattes devant, je peux te dire que ça crie. Ok, intéressant. Et maintenant, j'ai une question, parce que je te suis sur TikTok assidûment, mais je dois reconnaître que je ne suis pas tes conseils, parce que tu as l'air d'apprécier absolument toute musique. Peu importe la musique, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Tu ne vas jamais critiquer... Je veux dire, c'est de A à Z. Du coup, je te fais un peu... Je me dis, est-ce que vraiment c'est que tu les aimes toutes, ou c'est que tu trouves du bien et de la beauté dans chaque morceau sorti? C'est ça? Alors, après, quand il y a des trucs qui me plaisent pas, je peux pas le faire. Ah, du coup, tu le fais pas? Non. Je peux le faire que si je trouve un intérêt. Et pour le coup, mais t'as raison, je devrais peut-être... Non, je te dis pas de critiquer, mais c'est vrai que... Pourquoi parler d'un truc que t'aimes pas? Je suis d'accord. Mais du coup, il y a des bons parfois où je me dis, mais... Est-ce que t'es comme ça avec les humains aussi? Ouais. Mon père, il disait, on a tous un côté obscur, un côté lumineux. Vaut mieux aller chercher du côté lumineux de la personne que... Bien sûr. Mais du coup, c'est quoi ton côté obscur? Moi? Vu que tu appliques ça aux humains, qu'est-ce qu'on te reproche? Ton entourage, il va dire, ah... Mon entourage, il me reproche la même chose que toi. Il dit, tu sais pas dire non. Ah ouais. Un peu. T'as raison. Mon entourage, il dit... Ça va être bien de t'avoir comme papa, du coup. Parce que là, si on se rapproche de la caisse, avec tous les bonbons et tout ça, le regard un peu, ah, c'est mignon. Tu sais comment ils sont, mes enfants? Je leur dis, tu veux ça? Non. Tu veux ça? Non. Quand je fais un cadeau, mon fils Antoine, il me dit, je te le rembourserai depuis qu'il est petit. Ah, ben comme quoi, oui, mais c'est vrai que elle a dit, si tu donnes beaucoup de confiance à un enfant, généralement, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont tendance à pas vouloir trop la trahir. Toi, ça, c'est le cas aussi. T'as tellement gâté, du coup, que... C'est pas une histoire de gâter, de pas gâter. C'est un petit peu comme un reproche, genre de dire, c'est pas la peine de nous acheter. Par contre, on a besoin que tu sois un peu avec nous. Est-ce que, du coup, les compliments que tu donnes ont moins de valeur? Non, parce qu'ils sont... À part si tu me fais un compliment et je sens que c'est vraiment... Fallait chercher, je me dis, ah ouais, ça, c'était le seul truc qu'il y avait, quoi. Mais... Non, parce que si c'est pas senti, ça sort pas, c'est pas possible. Je peux pas faire un compliment de focus, c'est-à-dire faire j'allais dire complimenter sur une qualité qui n'existe pas, quoi, tu vois. Je vais toujours chercher quelque chose. Ce qui se passe, pour revenir à TikTok, c'est que j'observe ça un peu comme un ethnologue, quoi, tu vois. Ah bah, je suis d'accord que c'est là où ça se passe, parce que c'est là où il y a la jeunesse. Et pour le coup, ces codes-là, j'essaye toujours de les relier, parce qu'on est dans une affaire de musique. C'est quoi la musique? C'est mettre en harmonie le chaos du monde.
Le dieu des musiciens chez les Grecs, c'est Orphée. Orphée, son boulot, c'est de transformer chaos, désordre en grec, en cosmos, ordre. C'est quoi un bruit? C'est des sons qui s'accumulent que tu peux pas identifier. À partir du moment où tu peux les identifier, les analyser, tiens, là, j'entends un son métallique, tiens, là, un son métallique mélangé à un bruit sourd, et tu te refais l'histoire. Ça n'est plus une agression. Tu vois ce que je veux dire? Le travail que j'essaye de faire, que font tous musiciens, c'est que même avec des dissonances, t'en fais quelque chose qui a du sens, pour le coup. T'es obligé. Surtout dans le jazz. Dans le jazz, les dissonances, tu veux dire? Et oui, il y en a certaines, pas toutes évidemment, mais il y en a qui sont plus ou moins digestes. Quand ça part en bœuf pendant 12 minutes, à un moment, bon. C'est vrai, tu décroches un peu? Après, c'est bien, c'est un décrochage agréable. Sauf si tu le vois. Si tu Si, le vois, j'ai vu. si tu le vois, tu fais ah ouais, t'es dedans, dans cette espèce de transe. Je t'avoue qu'il y a un côté un peu parfois qui peut paraître de l'extérieur un peu masturbatoire, les gars qui sont là. Non, pour moi ça fait geek. Pour moi c'est nerd. C'est pas Nerd. masturbateur. Oui, je me dis pas que c'est snob, mais je vois vraiment des geeks de zik. C'est pas. Ça veut dire que c'est. Peu importe, hein, mais je me dis ils doivent vraiment aimer, ils doivent vraiment délirer sur tous les trucs. Ils doivent voir une certaine basse et dire et ça y est, ça doit être un tunnel sur des trucs. Mais je vois pas. À ce côté-là, je suis d'accord avec toi. Bah, ouais. c'est ça, Si c'est comme ça que tu vois un geek, ouais, je suis d'accord. Complètement. Pour moi, un geek, c'est vraiment juste un passionné d'un truc comme ça et qui peut en parler des heures. Mais quand je vois des buffs de 10 minutes, oui, je me dis c'est des geeks. Mais c'est super. Alors, c'est une transe dans laquelle il faut rentrer. Et pour ça, c'est pareil, ce que tu me disais tout à l'heure à propos de mon album ou à propos des Égyptiens, ça demande une initiation. Une initiation, ça veut dire, commence pas par le plus compliqué. Commence pas par Archichep ou l'Art Ensemble of Chicago, quoi, tu vois. Commence par le commencement. Et c'est quoi le commencement? C'est des chansons. C'est des chansons des comédies musicales des années 20, des années 30. C'est Gershwin, c'est Rhapsody in Blue, quand t'entends cette clarinette qui... avec de l'Orient aussi, parce que Gershwin était juif, évidemment, il venait d'Odessa et tout, famille russe et tout, mais t'entends New York aussi, quoi, tu vois. C'est la musique la plus waouh, expressive et tout ça. Après, c'est vrai que dans les années 40, autrefois, le jazz, c'était une musique de danse. Dans les big bands et tout, on dansait sur du danse. Regarde, le rock, ça vient d'où? Ça vient du jive. C'était une danse que dansaient les Afro-Américains dans leurs juke joints et tout, dans les années 20, dans les années 30. Le blues, le gars qui exprime sa peine et tout, c'est tout con, quoi, tu vois. Et puis après, dans les années 40, c'est le bebop qui a commencé un peu à intellectualiser un peu tout ça. Ça commence à devenir compliqué. On double les tempos. Le jazz a cessé d'être une musique de danse pour devenir une musique de club et une musique savante où les musiciens se sont dit « Putain, mais on est en train d'explorer, on explore. » Il y avait un endroit dans New York qui s'appelait le Minton. C'était une boîte de jazz qui ouvrait à 4 heures du matin. Parce que le gars, à 4 heures du matin, il n'était pas taxé comme un bar de nuit. Ok ? Moralité, c'était le rendez-vous de tous les icos de New York qui finissaient leur gig à 4 heures du matin, ils se donnaient tous rendez-vous là, et c'était des musiciens qui jouaient devant des musiciens. T'imagines le bordel? Mais ça te mettait dans un état de fou. Et c'est là que Parker, Miles Davis, Max Roach, Bud Powell, Thelonious Monk, c'est là qu'ils se retrouvaient, les gars. Mais quand tu montais sur scène, t'avais intérêt d'être là parce que t'étais jugé par tes pairs. C'est le pire public qui soit, quoi, tu vois. Donc, ceux qui avaient rien à dire, tu vois, ils restaient bien sagement et tout. Et ceux qui se montraient, ils étaient un peu... Donc, ce truc-là, ça te mettait une émulation telle qu'ils inventaient des trucs de ouf. À 7 heures du matin, ils allaient tous chez Thelonious Monk, le pianiste, et ils essayaient de rejouer ce qu'ils avaient fait pour essayer de comprendre. Et c'est comme ça que les règles du bop se sont mises un peu en place, quoi. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on quitte le champ de la distraction, de la danse et tout ça, qu'avait ce jazz, cette musique légère. Moi, ma mère, elle dansait le Charleston, elle adorait ça. Enfin, tu vois, tous les films des années 30 et tous les années folles, etc. Et puis ça devient un tout petit peu plus intello. Puis après, au bout, tu as le free jazz qui est, qu'on le veuille ou non, une impasse. Donc du coup, on est revenu en arrière. Maintenant, on appelle ça du post-bop. Mais en tout cas,
moi, je vois le jazz comme la musique, une musique vivante de ceux qui savent improviser. Et donc, à ce titre-là, Jean Seb était un grand jazzman. Parce qu'autrefois, tous ces grands musiciens classiques savaient tous improviser. Jean Seb, il savait improviser. Bach, Mozart, Beethoven, il y avait des battles. On n'a pas attendu Bouba et Caris pour faire des battles. Et elles avaient de la classe. T'imagines Mozart versus Clementi, deux clavecins, ça se passait à Schönbrunn, le palais impérial. Oh, les mecs, ils étaient fous. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait une ambiance de ouf. Les gens pariaient. L'empereur, il faisait Jacques Martin. Il avait rien compris. Il disait, vous avez gagné tous les deux. Mais il y avait de la thune qui était en jeu. C'est comme ça qu'ils se faisaient de l'argent aussi, les musiciens. Tu regrettes de ne pas avoir connu la grande époque du jazz à New York? Ah, non, je croyais que tu allais me dire, tu regrettes l'époque de Jean Seb et tout, mais je te promets, je voudrais vraiment y être. Et dis-moi, est-ce qu'il y a quand même des sons dans l'année où tu te dis, ah, j'en peux plus de l'entendre? Est-ce qu'il y a des musiques où tu vas dans un supermarché, tu l'entends et ça te saoule? Ou encore ça va? Ouais. Quand je rentre dans un taxi, je fais, vous pouvez arrêter la radio, s'il vous plaît. Merci. Et après, il me regarde comme ça, il se dit, non mais... Puis on est souvent plusieurs quand on est en tournée et tout. On est musicien, on déteste la musique. On dit ça comme un joke, mais tu peux pas écouter la musique dans des endroits où il faut pas. Ça va pas. La musique comme comme fond sonore, je déteste ça. Mais, et d'ailleurs, je me suis toujours dit, et depuis petite, tu sais, dans les gros magasins de vêtements, il y a toujours de la musique pop. Et je trouve ça complètement pas logique, parce qu'ils veulent pousser les gens à consommer. J'ai l'impression que si tu mettais du jazz, qui est quand même quelque chose de très cool, j'ai l'impression que les gens achèteraient plus. Alors là, tu sais que c'est une science, ce dont tu es en train de parler. Bah oui, c'est-à-dire d'étudier la musique qui convient par rapport à ce que tu veux vendre. Il y a même des parcours dans les supermarkets qui sont faits en fonction de ça. Moi, il y a un truc quand même que j'aime, c'est quand tu te balades à Londres, à Soho, que tu rentres dans des magasins de mode et que tu as carrément le DJ qui est là avec des platines. Oui, mais ça c'est rare. Mais si tu vas dans n'importe quelle boutique là maintenant, ou même dans un supermarché, tu entends de la pop. Ouais. Alors que et tout le monde pense ça, parce que ça, je trouve que c'est assez universel. Tu mettrais du jazz, pas du free jazz, tout ça. Miles Davis, j'en sais un Coltrane, etc. Dans un supermarché, peut-être je vais rester un peu dans le rayon, peut-être je vais me laisser tenter par le calendrier de l'avant Kinder, tu vois. Alors que j'ai l'impression que la pop, surtout quand elle est pas forte et qu'elle est en fond, du coup on n'entend que l'aigu, il y a pas de basse, et ça te donne envie de partir plus vite. Je comprends pas pourquoi on n'a pas du jazz dans les boutiques de vêtements. Viens, on fait un mouvement. C'est quand même étonnant. Viens, on fait des playlists. Mais en fait, ma théorie, c'est que qu'ils prennent les gens pour des cons. Qu'ils se disent non, mais les gens, c'est ça qu'ils veulent. Ah, c'est tellement vrai ce que tu dis. Moi, je viens du monde de la télévision, tu vois, dans une deuxième vie. Carrément, les gens de la télé, ils revendiquent leur inculture comme d'une force parce qu'ils prennent les gens pour des cons. La ménagère de moins de 50 ans, on disait autrefois, on dit plus ça maintenant, mais elle est censée être inculte. Si tu parles bac plus 2, t'es segmentant. La première fois que j'ai entendu ce mot, c'était à la téloche. T'es segmentant, ça veut dire tu parles qu'à ceux qui savent et tout. Donc voilà quoi. Mais ils font ça avec les couleurs aussi d'ailleurs. Il y a des couleurs qui sont réservées aux magasins pour pauvres et des couleurs qui sont réservées aux magasins pour riches. Mais non. Bah si, tu vas dans des magasins plutôt où rien n'est cher, tu verras que les couleurs qui prédominent, ça va être du violet, du turquoise, du vert pomme, du fuchsia, etc. Et qu'on ne retrouvera pas dans des magasins pour riches. Et il y a plein d'études là-dessus. Et un peu en disant, non mais c'est ça que les gens aiment. Donc c'est toujours ce truc de prendre les gens pour des cons, alors que non, c'est juste que bon, bah, c'est tout ce que tu as, donc tu vas prendre ça. Et il y a une hiérarchie, il y a un truc très social de la couleur. Waouh. Ouais. Alors que bon, les pigments, ça coûte pas plus cher l'un de l'autre. The more you know. J'ai appris un truc. Tu vas voir. Aujourd'hui. Tu remarqueras maintenant. De temps en temps, va dans un magasin comme ça, un gros magasin, ou je sais pas, un équivalent de la foire fouille, et regarde les couleurs qui ressortent. Et ensuite, tu vas chez Hermès ou que sais-je, et bon, Hermès, c'est un exemple, mais même dans des trucs moindres, mais tu verras, c'est quelque chose que quand tu le remarques, tu peux ne plus le voir. Et alors aujourd'hui, on dit même un truc pire que ça, on dit, par rapport au son, ouais. Le silence pour les riches, le bruit pour les pauvres. Bah, bien sûr. La sonorisation, tout ça, les... Ah ben évidemment. C'est...
Après, moi, c'est un parti. Par exemple, pour me concentrer, je peux pas écouter du jazz ou de la musique classique. Tu sais ce que j'écoute ? J'écoute de la techno. Parce que comme c'est une musique de la machine, ça me fait faire un truc répétitif et tout ça. Si je dois me concentrer sur quelque chose, hein, évidemment. Mais ça m'aide à travailler. Tu vois, ce geste que tu fais, ça veut dire quoi ? C'est la répétition. Du coup, la répétition, elle induit quoi ? Une forme de transe. Bien sûr. C'est-à-dire, ça te met dans un état second. C'est ça. Il faut pas que... Si c'est trop mélodique, je peux pas. Ben oui, parce que mélodique, c'est une histoire. Donc tout d'un coup, il y a une histoire qui se raconte alors que toi, tu es en train d'en écrire une. Ça va pas. Je te suis tellement. Très bien. À mon avis, on a dû être enterrés dans la même pyramide, toi et moi. Ah ben tiens, j'ai une question pour toi. Parfait. Tu préfères pouvoir passer une semaine au temps des pyramides, une semaine. Bon, t'es un humain, hein, tu fais pas partie de la cour, mais tu peux peut-être te démerder, tu vois, pour aller jeter un œil, enfin, un humain normal. Ou une semaine en l'an 3000. Oh putain, non, les pyramides. Direct. Alors ça, c'est une grande question. J'aimerais bien être, tu vois, dans la tête des gens autrefois. Parce que la vraie histoire, au fond, c'est celle-ci. Ouais. Parce que si on raconte l'histoire aujourd'hui, comme on nous la raconte, on nous raconte l'histoire des guerres, la Révolution française, le Moyen-Âge, mais ça veut rien dire si on se met pas dans la tête des gens de l'époque et de comment ils ressentaient les choses. Or ça, rien ne nous l'enseigne. Ma fille qui a fait un peu des études littéraires et tout, elle a fait Canipoken. Un jour, je lui dis, mais il y a pas une histoire de la pensée. Et elle réfléchit, elle me dit, je crois pas. Et tout d'un coup, une semaine plus tard, elle m'amène un bouquin. C'était l'histoire de la mort. Et elle me dit, ça va être le plus près de ce que tu veux. Pourquoi ? Parce que l'histoire de la mort, ça nous dit comment les gens percevaient la mort à travers les âges. Et pour le coup, c'est important parce que ça veut dire aussi que c'est une manière de rentrer dans ce qu'on appelle le mindset, quoi. Tu vois, comment il fonctionnait à l'époque. Et on s'aperçoit que autrefois, la mort faisait partie de la vie. Elle était beaucoup moins traumatisante qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on l'a évacuée, plus personne ne meurt chez lui. Tu meurs à l'hosto, on éloigne tout ça et tout, quoi. Peut-être parce que l'espérance de vie aussi a augmenté drastiquement. Aussi, mais pour le coup... mourir d'un rhume à 22 ans, bon... Enfin, tout ça pour dire que si tu te mets dans la tête des gens de l'époque, si ça se trouve, ils étaient bien plus heureux que nous, puisque leur monde, 1, était fini, 2, ils étaient persuadés que l'au-delà était bien meilleur, et les Égyptiens, et plus tard les chrétiens, etc. Enfin, tu vois, quand on dit le Moyen-Âge est une période sombre et tout... Non. Puis en plus, c'était long, le Moyen-Âge. Mais ouais, voilà. Moi, je suis très Moyen-Âge. Toi, c'est vrai Égypte. Ah, moi, c'est le Moyen-Âge, j'adore ça. C'était pas tant l'obscurantisme que ça. Et puis, c'est long, le Moyen-Âge. Il y a eu plein de mythes et de mensonges sur le Moyen-Âge. Et sur la cruauté des gens au Moyen-Âge. Et je trouve ça injuste. Non, mais c'est vrai. Moi, j'adore le Moyen-Âge. C'est quand je suis allée voir le château de François Ier à la Chambord. Enfin, il y est resté 3 heures, mais... Où ça À Chambord. Chambord, ça m'a vraiment... À ce moment-là, je me suis dit, oh, quand même. Moi, j'aimerais bien aller voir le Moyen-Âge, mais c'est trop long. Du coup, c'est pas drôle. Toi, au moins, bon, il y aura un peu de fun. Je fais une émission là pour France 3 où je visite tous les châteaux. Oh, le rêve! Ouais, c'est vrai? La chance! Sans déconner, mais viens, je vais t'inviter une fois alors. Par contre, elle va durer 800 saisons. Il y a là, j'en suis à mon 92e château. Ouais. La chance. Tu peux dormir dedans parfois? Ça caille. Ouais, c'est à chaque fois, c'est un peu... Ça caille. Si, moi j'ai dormi à Chambord. Mais pour un concert, ouais. J'ai donné un concert là-bas. J'ai joué la Sultane avec 20 violons et tout, un festival, ouais, cet été. C'était cool. Tu te réveilles le matin, puis il n'y a personne, quoi, tu vois. Tu devais avoir beaucoup de couverture, quand même. Ouais, mais tu ouvres ta fenêtre et paf! 92 châteaux. Et tu sais que ce truc-là, il l'a juste construit pour épater ses bien copains, sûr, quoi. C'est pour ça que je l'adore. Et je comprends, parce que la première fois que j'y suis allée, je me suis dit, ah ouais, t'as pas envie d'aller déclarer la guerre. Il fait flipper, le château. Il fait vraiment flipper. Il est beau, hein, mais c'est vraiment ouf. Il a fait ça pour montrer à Charles Quint. T'as vu comment je suis, moi? C'est vrai que Versailles, je peux plus imaginer la Révolution. Oui. On se dit, bon, ça va. Ouais. On sent que voilà, ça se parfume un peu trop. Chambord, j'ai l'impression qu'il t'attend avec un gourdin. Tu vois. C'est genre, ouh! En plus, il était grand, donc bref. Putain, sympa, la chance! Ouais. Je fais Stéphane Bern moins le quart. Mais c'est ça que j'aime dire. Est-ce qu'il est jaloux, Stéphane Bern? Non, parce que moi, c'est moins le quart. Non, alors... Non, je me demande s'il y a une compète.
Non. Alors lui, il est au-delà de ça. Il est super cool et tout. Par contre, moi, je le fais un peu en tant que musicien aussi. Et du coup, chaque fois que je vais dans un château, maintenant, il y a un piano qui m'attend. C'est cool. Le son, la réverbération. Waouh! Tu vis ton rêve. Ouais, un peu. Et c'est lequel ton château préféré? Eh ben, il s'appelle Guénelon. Tu sais ce que c'est? C'est un château du XIIIe siècle, construit en 1212 sur Louis-Philippe. Sauf que la construction a commencé en 1995. En gros, c'est des passionnés d'histoire et d'archéologie et de bâtiments qui se sont dit on va construire un château philippin avec la méthode et avec les techniques de l'époque et avec du matériau qu'on va prendre sur place. On peut pas faire Ils plus ont geek. racheté une carrière de grès magnifiques, des pierres rouges ocre. Mhm. À l'époque, c'était avant l'euro, donc 6 000 balles. Et ils ont fait un comité scientifique et tout. Et le château, il est presque arrivé au bout. Mais quand tu y vas, tu vois la porte, elle est taillée dans le bois. Il n'y avait pas de scie, quoi. Tu vois, on utilisait ce qu'on appelle un peu une herminette et tout. Donc, tu sens cette technique, elle est là. Le bois est vivant et tout autour, tu vois la terre ocre et tu vois l'ocre des pierres. Et tu as ce sentiment. Et je crois que c'est le château le plus visité par les enfants. Tous les enfants des écoles et tout, de toute l'île de France, même de toute la France, ils vont là-bas parce que à l'année, tu vois les artisans qui travaillent selon ces techniques-là. Évidemment, tu n'as pas de grue, tu as une grosse roue de hamster avec 2 mecs qui marchent dedans pour soulever les trucs. Mais qui leur a demandé c'est de faire passionnant. ça? C'est eux, c'est parti d'un délire et je trouve que c'est l'idée la plus géniale du monde. Quand je te Là, disais... c'est geek. Hein. Non, quand je te disais que moi, je voulais être dans la tête des gens, Non, là, mais c'est t'es sûr. dans la construction des Bien sûr. gens, des charpentiers de l'époque, etc. Je suis trop flemmarde pour ça, mais je comprends. Je me dis, bon, peut-être une grue, allez. Mais en même temps, j'imagine, la vie de famille doit être compliquée. Je me dis, si tu pars pour faire un chantier, tu dis, mais ça pourrait durer moins longtemps, chérie. Mais ce sera pas fait comme en 1212. Je sais pas si j'aurais envie de sortir avec un mec comme ça. Après, c'est marrant. Est-ce qu'il fait la cuisine de la même manière? Oui, ils nous font la cuisine comme l'époque, mais c'est vachement bon. J'ai été dans un restaurant médiéval où il y avait que des plats T'as de vu, l'époque. avec des épices et tout ça. Ah, c'est marrant. Ils servaient sur comme un brancard. C'est ça. C'est excellent, ça. Et tout le monde mange avec les doigts et tout. Ouais. Tu mets ça sur le pain. Ouais. C'était sympa. On avait tous droit à un déguisement. C'est où? C'est la province, je crois. Ah oui, c'est ça. Ils font des reconstitutions comme ça. C'est super, ça. Je recommande à tous ceux... Ouais. Je sais plus qu'on soit le restaurant, bref. Alors, tu préfères produire pour l'artiste de tes rêves ou que l'artiste de ton choix pose sa voix sur un de tes morceaux? Moi, je préfère la deuxième solution. C'est jamais. Ah ouais. Je préfère dire à, je sais pas, à Norah Jones, viens chanter Ah ouais. sur une chanson. Mais tu pourrais, non? Tu as déjà demandé? Bah non, mais tu as raison. Pourquoi tu lui demandes pas? Mais ouais. Non, mais Tu sais, on y va tous les deux habillés comme ça, elle n'osera pas refuser. Bah non, mais c'est jouable, ça me paraît pas... Mais ouais. Aujourd'hui, autant des collabs, c'est pas... C'est vrai, t'as raison. Dans J'ai des fait une châteaux. émission, comment ça s'appelle? Ah, je peux pas t'aider. La boîte à surprises. Tu vois ce que je veux dire? C'est sur France 3, ils te font des surprises, ils te racontent ta vie et tout, puis tout d'un coup... Et là, ils m'ont fait la surprise qu'Amélia Jordana, qui est arrivée pour chanter « Oh, what a wonderful world », pétard, la meuf... T'as pleuré? une star de chez Star. Mais... Waouh, sublime. Franchement. Oh, ouais. T'as pleuré? Bah oui. Ouais, c'est ça que je voulais savoir. Je m'en doutais. Ok, très bien. Tu préfères ne plus voir ta famille pendant 1 an, 0 contact, même pas le téléphone, ou ne plus toucher à un instrument de musique pendant 1 an? Oh putain. Bon alors, je préfère ne plus voir ma famille pendant 1 an ou ne plus toucher un instrument de musique pendant 1 an. Et me sors pas que tu vas faire des trucs avec l'ordinateur et tout, non. Non, pas d'électronique. Est-ce que j'ai le droit d'écrire Oui. une partition? Oui, c'est autorisé. Bon, bah alors dans ce cas-là, je choisis de voir la famille. Et j'aurai tellement de musique dans la tête que 1 an et 1 seconde après, waouh, il y a un truc qui va jaillir. Ok.
Mais si j'avais pas accepté les partitions, t'aurais choisi la musique? Je t'aurais dit que j'aurais la musique dans ma tête et que, ouais, non, un an sur la famille, c'est débile. En plus de ça, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais? Parce que si tu as de la musique, mais qu'à côté, ta vie, elle est pas terrible et qu'il te manque, c'est dur. C'est dur ta question, là. Yes. Tu l'as posée à Sarkozy? Non, je rigole. Tu préfères le studio ou le live? Je préfère le live. Ouais, alors, mais c'est comme si tu dis, tu préfères, tu préfères faire du cheval ou de la plongée sous-marine. Ça n'a rien à voir. Ouais, mais je Mais je connais des musiciens qui détestent les lives. c'est vrai? Ouais, pour ça. Non, je les comprends. Je vais te dire pourquoi. Parce que pendant 20 ans, je suis resté en studio sans faire de live. Ah. Et au bout de 20 ans, je suis sorti de ma niche. Et tout d'un coup, là, j'ai dit à mon agent, il faut que je vais... Tu me prends des gigs partout, même dans des clubs et tout, il faut que je joue. Ouais, faut que tu te rôdes en plus. Et tout d'un coup, tu retrouves le plaisir et la confiance de jouer en live. Parce que dans le live, il se passe un truc dans l'instant. En studio, c'est pas que tu peux tricher, c'est que tu... Non, mais si t'es un maniaque, tu peux préférer le studio, tu vois. Ouais, Il c'est y en a ça. qui sont frustrés en live, que ce soit pas exactement comme... Ben justement, c'est ça le truc. C'est d'accepter ce truc. Et à force d'en faire, il y a un moment, tu as des fulgurances et tout le monde te dira la même chose. Mhm. Ceux qui font du live, notamment les jazzman qui font de la musique improvisée parce que c'est jamais pareil. Mhm. Dans un concert d'1 heure et demie, s'il y a 1 minute de grâce, t'as gagné. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Tout d'un coup, à un moment donné, il s'est passé un truc. Il y a eu un alignement, t'as joué à peu près ce que t'avais dans la tête et tout, et même... Non, t'as joué mieux que ce que t'avais dans la tête. Parce que c'est ça le truc, de jouer en live. L'énergie des autres, la présence du public te fait dire des choses que tu dirais jamais s'ils n'avaient pas été là. Al Jarreau, en studio, il faisait rentrer les gens. Il pouvait pas jouer devant juste l'ingénieur du son qui fait la gueule et qui est concentré. Est-ce que l'aiguille, elle va dans le rouge et tout? C'est super chiant. Donc, il faisait rentrer des gens, des publics et tout, et ça le... Tu vois, parce que sinon, je te jure, c'est déprimant. Parce que le studio, t'es quand même dans une bulle de chez bulle, de chez bulle, de chez bulle. Et je vais te dire un truc, c'est pas un hasard si les meilleurs groupes d'électro, notamment, on va parler des geeks qui restent des plombes, ils sont toujours deux. Les Daft Punk, deux, tu vois. J'allais dire tous les groupes de techno, Cassius, Esdar et Justice. Pourquoi? Parce que tu deviens fou si tu es tout seul contre la machine et tout. Au bout d'un moment, tu sais même plus. Si tu as l'alter ego, à un moment donné, il y en a toujours un qui prend du recul. Voilà. C'est comme si tu mets un tableau au mur avec une échelle et t'as pas ton pote qui te dit c'est droit ou c'est pas droit. Alors toi, tu es là, tu crois que c'est droit, tu es obligé de descendre, de regarder, merde, tu remontes, paf, paf, tu vois. Ça m'est arrivé il y a 2 jours. Ok, intéressant, non? Bon, après, je m'en doutais un peu, comme t'es quand même jazzeux. T'aurais dit studio, j'aurais trouvé ça surprenant. Tu préfères Rihanna ou Beyoncé, tiens? Ah, oh. Ouais. Pourquoi choisir? Rihanna ou Beyoncé? Oh, je vais dire Beyoncé. Le dernier truc, là, putain, country, là. Elle a un truc en avance quand même. Elle a un truc un peu, je dirais... Je respecte tellement son travail que ça me ferait chier de la mettre avant Rihanna. Même si, forcément, en fait, il y a un truc que je me dis, ce serait pas sympa. Elle bosse tellement, quand même. Il y a quelque chose de... Elle pourrait faire partie des dieux, tu vois. Elle a fait partie des surhommes, quand même. On est d'accord. Et je l'ai vue au Stade de France. En fait, tu danses une seconde parce qu'après, t'es juste scotché, quoi. C'est vrai, c'est ça. Avec la bagnole qui se balade et tout ça. Et tout, le vocal. Quelle flemme. Ouais. Je me disais, jamais j'aurais eu le courage de faire un tir. Et c'était parfait. Bref, tu te dis, bon, très bien, ok. Tu préfères... Voilà, je me doute que tu préfères perdre la vue ou l'ouïe. Ah ouais, la vue. C'est jamais, hein. Quoique Beethoven, il a fait des chefs-d'œuvre. C'est quoi? Une oreille et un œil. L'Arménien qui essaie de négocier.
Non, mais c'est vrai. Non, mais je me demande peut-être. Non, mais tu pourrais très bien te dire ah tiens, qu'est-ce qui se passerait si je perdais Louis? Quel genre de musique je ferais, tu vois? Il pourrait y avoir une forme de liberté, de déconstruction. Je me doute que ce serait que t'allais dire la vue, mais donc je me suis dit peut-être que comme t'es un original, t'aurais pu dire non tiens, je me challenge. Putain, mais tu viens de me mettre dans la tête de Beethoven, là. Comment il a fait, le gars? Sans déconner. Tu sais qu'il est Ça devait être c'est les parties. sourd à 28 ans, quand même. C'est horrible. 28 ans. Il est mort à 50 et des brouettes. Ça veut dire qu'il a passé près de la moitié de sa vie de musicien à écrire des chefs-d'œuvre mais sauf qu'il les entendait dans sa tête. Donc ça veut dire que tout le travail était fait déjà et tout, quoi, tu vois. Peut-être que tu rentres dans une autre dimension, j'en sais rien. C'est un truc spirituel. Tu connais le testament d'Heiligenstadt? Non. Au moment où il comprend qu'il est sourd définitivement et qu'il n'y a plus aucun espoir, son premier réflexe, c'est de dire « je vais me suicider ». Il ne peut pas vivre, tu vois, sans musique. Donc, il avait un moulin à Heiligenstadt, c'est à côté de Vienne, une sorte de maison de campagne, quoi, tu vois. Et puis, il écrit son testament. Et il va pour se tuer. Et au moment où il écrit son testament, il y a un orage terrible qui se passe. Il y a la foudre qui tombe juste à côté, quoi, sur un arbre. Et du fin fond de sa sourdité, bam, il entend cette vibration. Du coup, il sort. T'imagines la scène, la tempête, la pluie, le poing tendu. Et là, il dit « Je parlerai au tonnerre ». Elle est belle, celle-là, non? Hein? Dommage qu'il n'y ait personne pour le voir. Ça se trouve, il a juste hésité un peu trop. Il était sur la falaise, il s'est dit Oh, c'est haut quand même. c'est quand même sacrément haut, on va En fait, c'est une scène d'un film. C'est là que tu as raison, on peut pas te la faire à toi. Hein, oui, c'est une scène. Si on peut me la faire, je suis très naïve. Mais c'est vrai que là, je me dis bon. C'est une scène d'un film. Et c'est Harry Bohr, un vieil acteur des années 30 qui joue Beethoven et qui dit « Je parlerai au tonnerre ». Avec les lumières du studio qui font... Toujours plus. Hein. Beethoven. En même temps, si c'est pas lui, qui? C'est vrai. Et enfin, avant que tu nous donnes une recommandation, tu préfères te réveiller demain matin et t'es un jeune dauphin. Mais t'as la conscience que t'as, là aujourd'hui, t'es entré, mais t'es un jeune dauphin, tu viens de naître. Ou te réveiller demain matin et t'es un nourrisson en Russie, mais encore une fois, avec cette conscience. Alors, nourrisson, tu restes humain, mais tu t'es conscient en étant bébé. Donc tu vas pas te lever avant, tu vas te lever et comme les bébés, prendre à parler comme les bébés, etc. Puis après, à partir du moment où tu pourras parler, tu seras ce bébé weirdo qui met des tunnels sur l'Égypte antique. Alors ça, j'ai déjà vécu, donc je vais choisir le dauphin. C'est sympa. Le dauphin, ça doit être génial. Tu sais, je pense souvent à la conscience des animaux. Oui. J'ai le sentiment qu'eux, ils ont le sentiment d'appartenir à un tout. Comme la conscience collective, ils sont en plein dedans, ils n'ont pas eu besoin des réseaux sociaux. Oui, c'est ma grande question. Ouais. C'est que les animaux, je me dis parfois, c'est pas possible. Comme il y a quelque chose. Ça, j'aimerais bien savoir. Comment les oies sauvages, volent en V, la cohésion parfaite. Mais pire que les animaux, c'est les arbres qui se parlent entre eux et tout ça. Qui s'envoient des trucs à travers les feuilles, à travers les rhizomes et tout ça. Ok, dauphin. Dauphin, ouais. Trop bien. Ouais. Bien, est-ce que tu as une recommandation pour terminer? N'importe quelle recommandation culturelle, peut être n'importe quoi. N'importe quelle recommandation. Ouais, ça peut mettre un plat. Eh ben, un petit truc pour méditer. Tu veux que je te raconte l'immortalité selon Spinoza en 1 minute 30? Bien sûr. Ok, vas-y. Chrono. Ok. Pour Spinoza, la vie, c'est la substance. Il appelle ça la substance. Nous sommes tous des incarnations de cette substance. Nous avons tous des extensions infinies de nous-mêmes. Nous faisons tous partie de cette substance. Toi, moi, tout le vivant, l'arbre, le chien, etc. Simplement, l'homme a 3 niveaux de conscience. Premier niveau de conscience, le rat du front, il ne se rend pas compte des interactions entre les extensions infinies de lui-même et lui. Exemple, il rentre dans l'eau, il y a une vague, il prend la tasse, il dit quelle conne cette vague. Ok ? 1, le rat du front. Il y en a beaucoup en ce moment. Deuxième état de conscience, je comprends les rapports entre les extensions infinies de moi-même et moi. Quand la vague arrive, il suffit que je lève le nez, je ne bois pas la tasse. Troisième état de conscience, je comprends comment ça marche et je me mets à nager, je me mets à surfer. Et là, j'ai le sentiment que tout l'univers, c'est des extensions infinies de moi. Donc, quand je vais partir, l'univers
va rester. Moralité, je suis immortel. 1 minute 2. Bon, moi, j'allais recommander Le Prince d'Égypte. Non, je rigole. J'ai recommandé un trio de films. Cléopâtra avec Elizabeth Taylor. Agora récemment. Sur l'Égypte, entre autres, mais c'est aussi politique. Et enfin, Le Prince d'Égypte, qui n'est pas tout à fait accurate, mais qui était un dessin animé. Un chanteur, Tamino. Très bien, Tamino. Tamino à moitié égyptien, à moitié belge. Oh, magique. Jeff Voilà, Buckley. tu vois, un dîner. Je suis Ouais. à moitié égyptien, à moitié belge. Tu vois? Toi, t'es à moitié quoi? À moitié Alice, moitié. Je suis Alice Moitié, c'est mon vrai nom. Je suis à moitié rien, c'est... Mais non. Non, il est français, peut-être... Mais c'est pas rien. Alors, tu rigoles ou quoi? Ouais, mais ça c'est pas... Après, bon, comme on était des paysans, ça c'est pas beaucoup... Ils ont pas vu beaucoup de monde. D'où? Je sais pas. Un peu du sud et un peu aussi Alsace-Lorraine. Mais je vérifie, ça va. Mais tu te rends compte? Mais voilà, bah, fouille. C'était des pays, putain. J'ai pas réussi À à fouiller moitié plus. sud et à moitié Alsace-Lorraine. Personne ne sait rien. Il n'y a pas d'archives? Non. Et j'ai demandé, je me suis dit, mais pourquoi moitié? Et la théorie, ce serait que j'aurais un ancêtre qui divisait les terres, qui s'occupait de dire, bah, toi, t'auras ce lopin de terre, et voilà. Et c'est pour ça qu'il s'appelle moitié. Mais c'est génial. Moi, j'espérais que ce soit un cul de jatte, comme ça, un peu célèbre dans un village. C'était juste un gars qui disait, bah, ça, ce sera toi. Un peu déçu, voilà, du lore. Mais non, mais tu te rends compte, Alice, moitié. Je suis en train de te dire, il y a des gens qui sont moitié ci, moitié ça et tout ça, on se cherche. Toi, t'es Alice, moitié tout court. C'est comme Moïse, Moses, c'est un suffixe égyptien qui veut dire Ram-Moses, tout Moses, fils de. Ok. Et tout d'un coup, il y a une nouvelle religion qui existe à partir de la prêtrise égyptienne et on prend Moses, moitié. Tu es l'humanité du futur. J'ai envie qu'on reste sur ça, si ça te gêne pas. Je vais me taire. Merci André. Merci à toi. Incroyable.